Aujourd'hui, je vais vous parler des jardins vivants. Alors, les jardins vivants, c'est le domaine qu'a repris Tino Kuban en 2017, après Bernard Van Berg. Alors, Bernard Van Berg était un vigneron d'origine belge qui avait un tout petit domaine et qui faisait essentiellement des micro-cuvées, c'est-à-dire des cuvées à quelques centaines de bouteilles, avec des rendements très faibles, et était connu de la sphère du vin, de la mondosphère du vin, parce que ces vins étaient dégustés partout, dans plein d'endroits, enfin quoique, comme il y en avait très peu, quand on avait la chance de déguster un vin de Bernard Van Berg, et j'ai eu l'occasion de le faire, c'était un grand moment. En tout cas, c'est un vigneron à part dans la galaxie des domaines. Et Tino Kuban est un vigneron d'origine allemande qui est venu s'installer en Bourgogne et qui a eu cette opportunité de racheter le domaine Van Berg en 2017. Alors, il y a une très très belle vidéo qui vient d'être publiée par Laurent Maillefer et l'Hôtel du Vin. Laurent Maillefer est effectivement le gérant de l'Hôtel du Vin et aussi un excellent réalisateur qui nous a comblé avec des films sur Henri Jaillet, sur Reynaud, sur Roumier, sur Coche-Dury, Ravenot. En tout cas, ces films sont absolument extraordinaires, pas que, il y a plein d'autres vignerons. Et là, il vient de publier un film d'une heure qui se passe sur une assez longue période, que ça démarre par les vendanges 2023, et on assiste à tout le cheminement, non seulement du raisin à partir de la vendange, mais aussi de la préparation de la vendange suivante, bien évidemment, donc tout un travail dans les vignes. Et donc, je ne vais pas vous détailler Tino Kuban. Courez vite, passez une heure absolument extraordinaire à regarder ce documentaire qui est d'une qualité absolument fantastique. Et en plus, vous pourrez plonger dans ce monde qui est assez unique des jardins vivants. Ce n'est plus Van Berg, c'est Tino Kuban. C'est évidemment, on trouve quelques points en commun, mais c'est une philosophie tout à fait à part. Les vins de Tino sont des vins très personnels que j'ai eu à quelques reprises le plaisir de déguster, cette chance de les déguster. J'ai rencontré Tino à plusieurs reprises et j'ai toujours apprécié son approche qui est extrêmement personnelle mais très humaine et sans chichi et tout à fait comme j'aime. Voilà. Donc c'est des vins qui parlent de leur auteur. Alors, bien évidemment, les jardins vivants, c'est une étiquette qui produit très peu de bouteilles. À côté, il y a des jardins vivants déclassés sur l'étiquette l'origine. Et puis il y a la maison Glandien qui est sa maison de négoce. En tout cas, vous apprendrez tout en ce qui concerne cet environnement, cet univers de Tino. Alors, en ce qui concerne ce dont je vais vous parler, il s'agit d'un voyage que nous avons fait. Nous étions 4 passionnés de vin et nous sommes allés dans un restaurant qui a une très belle carte de vin. Pas une grande carte de vin, ce n'est pas la tour d'argent, loin de là, mais c'est quelqu'un qui est restaurateur, petit-fils de restaurateur et fils de restaurateur, qui a créé une sorte de musée du vin, qui a en fait conservé un musée du vin que son père avait voulu qu'il existe. Et puis, c'est quelqu'un qui s'est tourné vers des vins plus, je dirais, plus actuels, plus modernes, dans le sens que ce sont des maisons de pointe qui sont souvent des petites maisons, contrairement aux très très grands domaines, même si on peut trouver quelques domaines très connus, mais il s'est spécialisé très 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 tôt, par exemple dans les vins du Jura, dont il a une connaissance assez exceptionnelle, et aussi en Bourgogne, mais en Espagne, en d'autres pays, on trouve aussi chez lui des vins de l'Est de l'Europe, mais tout est choisi de manière extraordinaire, aussi des vins italiens d'ailleurs, et c'est un homme qui est incroyable pour vous faire aimer son amour du vin et vous le transmettre à sa façon et donc échanger avec lui. Ce fut un moment extraordinaire. Au départ, nous étions allés pas forcément pour goûter les vins de Tino. Moi, j'avais une idée en tête, je voulais absolument déguster dans ce restaurant un vin des miroirs. Alors, les miroirs, le domaine des miroirs est un domaine absolument mythique, mondialement, je dirais. Le vigneron est un vigneron japonais qui est toujours évidemment en activité. Il produit très peu de bouteilles,
C'est le point commun qu'on peut trouver entre les jardins vivants et Tino. C'est quelqu'un qui a quelques cuvées qui se font arracher dans le monde, parfois à des prix affolants, alors qu'à la base, ce sont des vins du Jura qui sont à des tarifs tout à fait, je dirais, raisonnables. Mais encore faut-il les toucher. Moi, je ne suis pas allocataire chez les Miroirs, et donc c'était avec plaisir que j'ai pensé que c'était une bonne idée d'aller déguster une cuvée. Et donc, nous avons commencé en fait avec une cuvée qui s'appelle You Are the Only One en 2017. C'est une cuvée que j'avais jamais vue, donc je l'ai découverte, que j'avais jamais évidemment dégustée. J'ai eu l'occasion de goûter des vins des Miroirs précédemment, lors d'une dégustation du Jura au Cave Le Grand. Il y avait un vin de macération. Là aussi, on était sur un vin avec de la macération, pas autant que celui qui s'appelle I Need the Sun que j'avais dégusté. Là, You Are the Only One, c'est une cuvée, je pense, unique, qui ne s'est jamais refaite et n'existe qu'en 2017. C'était assez surprenant de voir la réaction de mes amis qui ne connaissent pas le domaine des Miroirs. Et c'était assez surprenant de les voir découvrir ce monde-là, parce que déjà, ils ne sont pas très habitués à déguster des vins sous voile, ou des vins du Jura qui ne sont pas sous voile, ce qui est le cas de cette cuvée, parce que souvent, elles sont très caractéristiques. Et là, on avait quand même une très 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 belle robe, dorée, pas orange, et puis on avait des aromatiques, je dirais presque de pétrole. J'ai dit à un moment donné, effectivement, c'était pétrole, ça pouvait faire penser d'ailleurs à certains Riesling, mais on est bien, je crois, sur un chardonnay de macération qui était assez superbe. Et nous avons dégusté entre autres en blanc un clos rougeard braisé, sur les conseils d'ailleurs du gérant, qui était un 2011. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que un clos rougeard, donc là on est sur du chenin blanc, un vieux clos rougeard, donc de l'époque des frères Foucault, donc 2011, un de leurs derniers millésimes. Là, c'était superbe, de chair, de concentration, de finesse, l'élevage totalement, parce que c'est des vins quand même qui passent en élevage, d'ailleurs, comme on va le voir avec les vins des jardins vivants, et tellement intégrés, c'était absolument magnifique. Et bien, nous sommes ensuite, nous avons goûté la première cuvée. Alors, j'ai dit que c'était un week-end qui n'était pas sur les jardins vivants, mais il se trouve qu'on a pu déguster 3 cuvées des jardins vivants. Donc, mais dans des conditions très, très différentes d'une dégustation, où quand vous êtes dans une dégustation qui a plusieurs bouteilles, bah, vous êtes quand même pris par le tourbillon, parce qu'il y a quand même, il faut passer d'une bouteille à l'autre. C'est parfois assez rythmé, et donc on prend un peu moins le temps de se poser. Et là, nous nous sommes posés, puisque le soir, nous avons goûté la cuvée Levo en 2021, superbe cuvée, que j'ai vraiment, vraiment, ça a été un coup de foudre unanime, mais total. Je pense qu'il y a de l'émotion dans ce vin. C'est un vin qui est à base d'aligoté. Alors, certains vont penser, ah, l'aligoté, c'est pas du chardonnay, donc c'est moins noble. Non, non, non. Parmi les plus belles cuvées, d'ailleurs, en vin blanc que j'ai goûté dans ma vie, c'était des cuvées d'aligoté, parfois à égalité avec des très grands chardonnays, parfois même supérieurs. Dans l'aligoté, il y a quelque chose qui est très particulier, cette acidité, il y a ce côté tranchant quand il est bien fait, mais il y a aussi de la chair dans ces vins-là. Donc, ce n'est pas forcément uniquement des vins très, très, très profilés, très secs, bien entendu, ce sont des vins extrêmement définis, surtout quand il s'agit des jardins vivants. Mais là, c'était un vin qui a, je dirais, assis mes amis. Et j'en étais content parce que en entrant dans le restaurant, ils n'avaient jamais entendu parler des jardins vivants. Et donc, j'aurais dit, écoutez, faites-moi confiance, goûtez et vous verrez. Et là, c'était le vin de la soirée, indubitablement. Et pourtant, on ne s'est pas arrêté là. Mais je dirais que ce vin avait pour lui la pureté cristalline phénoménale, avec un bouquet déjà au nez qui était splendide, splendide. Déjà, c'est ça qui est souvent le cas dans les jardins vivants, quand ils sont ouverts comme ça, sur un 2021. C'était magnifique. 2021 est une année qui est compliquée, très compliquée, qui a eu de très faibles rendements, mais qui a donné des vins absolument éblouissants.
au moins il y a eu du vin, parce que sur certaines cuvées, certaines parcelles en 2022, il n'y a pas eu de vin. En étiquette Jardin Vivant, tout a été déclassé. Donc là, on a eu la chance de goûter en 2021. Franchement, superbe. Tout en allonge, tout en beauté. C'est parmi les plus grands vins blancs que j'ai jamais dégusté de ma vie. Voilà, je le dis très personnellement. Et en face de moi, ils étaient mais plus dithyrambiques que moi encore, en train de dire, mais c'est absolument exceptionnel. Alors, nous sommes passés au rouge. Et sur les rouges, nous avons dégusté des choses exceptionnelles, hein, des crevettes d'une fraîcheur fantastique, des anchois tellement bons qu'on en a recommandé une deuxième ration, de la lotte avec une sauce kimchi, donc de la lotte cuisinée à point parfaitement avec une sauce kimchi évidemment relevée, mais qui était absolument fabuleuse. Et en rouge, nous avons, alors je ne vais pas vous parler de tout ce qu'on a mangé, mais en rouge, nous avons goûté 2 vins, même 3 d'ailleurs. J'ai voulu commander donc un vin de Jérémy Carteret, un ami vigneron que j'adore, qui d'ailleurs est très proche de Tino Kuban. Donc nous avons goûté les Grandes Carènes 2023, alors tout en finesse, tout en subtilité, tout en aromatique, hyper floral. Alors le nez était absolument fabuleux. La bouche, elle a encore besoin, je pense, de s'épanouir. C'est un vin qui est encore jeune, 2023. Moi, je trouve que c'est trop jeune. C'est pas un infanticide. On a du plaisir à le déguster. Il y a une très belle buvabilité, mais c'est un vin qui a besoin encore de se développer. J'ai eu l'occasion de goûter des 2019, des 2021 de Jérémy. Leur donner 2-3 ans de plus, c'est pas un mal. Ensuite, nous avons goûté, sur les conseils du gérant, un Barolo de Akomaso. C'était mon premier Barolo de Akomaso. Quelle splendeur. Là, c'était en 2018, c'était la Riserva. Magnifique cuvée. Et nous avons revenu à Clos Rougeard, toujours sur les conseils du propriétaire, sur un 2014, je crois que c'est leur dernier millésime complet, c'est-à-dire vendangé jusqu'à la mise en bouteille par les frères Foucault, avant le rachat du domaine par le groupe Pinot. Et là, nous étions sur les Poyeux, qui est une cuvée parcellaire, qui est absolument superbe. Là, c'était un vin qui a son apogée. Alors là, le Cabernet Franc, qu'on peut trouver parfois un peu végétal, là, c'est pas du tout le cas. On était sur un Cabernet Franc tout en rondeur. On avait, je dirais, ça rappelait quelqu'un disait que ça lui rappelait un Bordeaux de Cabernet Franc, comme les grands Bordeaux de la rive droite. J'ose pas prononcer le mot de cheval blanc, mais on est à ce niveau de finesse et d'aromatique. En tout cas, c'était superbe. Le lendemain, nous sommes retournés déjeuner avant de reprendre l'avion et de partir. Et pour déjeuner, nous avons donc choisi 2 bouteilles de Tino Kuban et pas des moindres, parce que nous avons choisi un Magnum en blanc et un rouge. Alors, le blanc, c'était donc un Magnum. Alors, les Magnums, il y en a très peu. Déjà en bouteille, c'est parfois 150, 160, 170 bouteilles. Là, en Magnum, il y en a, je pense, il doit y en avoir 12. Et donc, nous étions sur la 3e de ces 12 Magnums, répartis sur le monde entier. Alors, quand vous regarderez cette vidéo, vous verrez comment se font les allocations par pays. C'est assez intéressant, où ils commencent par 2%, par exemple pour la Chine, puis ensuite ils montent à 5% quand ils voient que le distributeur fait bien son travail, qu'il n'y a pas de spéculation, parce que ces vins sont malheureusement, c'est dommage de le dire, mais ils sont très spéculatifs. Et donc, nous avons goûté les gouttes en blanc en 2022. Alors, il y avait un doute sur le fait que les gouttes, est-ce un aligoté ou est-ce un chardonnay? Nous avons goûté un chardonnay, mais moi je voyais bien que c'était un aligoté. Mais mes amis avaient tellement envie de goûter un chardonnay par opposition à l'aligoté, mais finalement, en fait, les gouttes, c'est un aligoté. Et c'était absolument superbe.
superbe. Alors, au niveau du bouquet, c'était en deçà de ce qu'on avait eu sur le 2021, probablement parce que c'est un vin de plus longue garde, c'est une année quand même qui nécessite plus de temps. Euh, mais en bouche, c'était absolument soyeux. Il y avait toujours cet équilibre savant entre alors une énorme concentration de fruits qui ne vous envahit jamais parce que c'est toujours extrêmement euh, euh, gourmand et on a envie de le déguster. Euh, et puis il y a ce côté traçant, ce côté avec cette légère acidité qui faisait penser à du pamplemousse un peu doux. Cette espèce de mélange des deux sur une année quand même qui est un peu plus chaude que 2021. Et en tout cas, c'était un vin absolument magnifique. Et puis derrière, nous avons bu une vraie merveille. Alors moi, j'avais eu déjà l'occasion de déguster un Amber Rose, d'ailleurs 2022, que je vais vous montrer là. Voilà, que j'ai gardé la bouteille. Et là, j'ai eu cette chance assez extraordinaire de déguster un Amber Rose 2021, donc un an de plus, que nous a sorti du fond de sa cave qui n'était pas sur la carte. Et nous avons eu un plaisir inouï. Alors ensuite, s'est ouvert un débat. Quel était le vin du week-end? Entre le vin de la soirée et Amber Rose, il y avait débat. Bon, c'était pas évident. Et est-ce que c'est important de trancher ce débat-là? Je ne suis même pas sûr, mais en tout cas, on était à des niveaux, sur ces trois vins, des niveaux exceptionnels, franchement exceptionnels. Et c'est vrai que les rouges des jardins vivants sont en général un chouïa moins connus et peut-être moins recherchés que les blancs. Quand je dis tout est très relatif, les gens se battraient pour goûter en belle rose qui existe d'ailleurs en rosé aussi, que j'ai eu l'occasion de goûter, qui était absolument phénoménal lors d'une dégustation au Cave Le Grand avec Tino. Là, c'était le rouge et il y avait une très très légère, il y a toujours une très légère réduction, je ne l'ai pas dit sur les deux autres vins. Là aussi, il y avait une très légère réduction, mais c'était un vin tellement, waouh, tellement velours, tellement satin, tellement embaumé, embaumeur, parfumé, en bouche une telle assise, une telle rondeur, une structure amenée par le Bois Neuf, le Stockinger d'Autriche, qui sont des fûts qui sont réalisés selon le desiderata du vigneron, pas trop marquant, juste pour donner un peu de tanin, un peu de structure. Là, il y avait tout dans ce vin. C'était waouh, merveilleux. Le fruit, puis ça devient quelque part, c'est un côté, on a envie d'en regoûter. Et puis, on garde aussi le goût en bouche pendant très longtemps. Là, ça fait quelques jours que je suis revenu de ce week-end et j'ai encore le goût en bouche. Et j'aurais aimé conserver un fond de bouteille, mais ça n'a pas été possible. Et ensuite, sur les conseils du vigneron, nous avons dégusté un vin d'un tout petit domaine, la Monte dei Ragni, qui est un vin à Valpolicella, mais là c'était un Amarone. Alors un Amarone pas du tout dans le style des Amarone que je connais, c'est-à-dire pas les grands, longs, très longs élevages qui donnent parfois ce côté amer, Amarone. Là, on était sur un Classico de 2018. Alors ce sont des vins qui sont très difficiles à trouver. Si jamais vous avez l'occasion de goûter, allez-y, parce que c'était un vin absolument superbe. Et là, c'est beaucoup de fruits légèrement mûrs, avec parfois un peu plus de maturité que sur, par exemple, en belle rose des jardins vivants. Mais là, c'était superbe. Alors, sur une viande rouge qui est magnifique, une côte de bœuf que nous avons partagée entre nous pour le plat principal. C'est vrai que c'était absolument magnifique, ça allait de manière absolument superbe et nous nous sommes vraiment régalés. En tout cas, c'est un vin que j'aimerais bien redéguster et le partager ici. Pourquoi pas, si j'arrive à trouver des bouteilles. La prochaine fois que j'irai en Italie, j'essaierai de m'en procurer. Et enfin, nous avons une toute petite dégustation extra, une bouteille qui avait été ouverte par le propriétaire, que nous n'avons pas commandée, mais j'ai eu le plaisir de déguster à l'aveugle cette bouteille-là. Et là, honnêtement, je n'ai pas reconnu du tout le vin. C'est un domaine que je connais très bien, c'est le domaine Gérard Mignoret. Le vigneron s'appelle Pascal Mignoret, qui fait des vins exceptionnels, de finesse, de fruits, de floral. Et là, il y avait
pas vraiment ça. Alors, je pense que la bouteille a peut-être souffert, ou elle avait peut-être été ouverte, je ne sais pas quand est-ce qu'elle avait été ouverte. C'était un Echezo 2021. Et là, je n'étais pas du tout dans l'idée de déguster un grand cru de Bourgogne de 2021, donc une année qui est aujourd'hui tout à fait, qu'on peut déguster, avoir beaucoup de plaisir, même si ce sont des vins de garde. Mais là, bon, c'était une relative déception. Probablement, c'était un problème lié à la bouteille, parce que je connais les GGZO du domaine et ça n'a absolument rien à voir. Voilà. Donc, sur ce, ben, écoutez, on s'est quitté. C'est vrai que j'ai eu ensuite une très longue conversation avec le gérant, qui est vraiment un homme adorable et qui est d'une grande générosité. Mais j'ai surtout apprécié sa discrétion, son partage, le plaisir qu'il avait à ouvrir les bouteilles, qui sont des bouteilles quand même très rares. Il en garde certaines qu'il ne partage pas, mais pour la plupart, elles sont sur la carte. Et c'est surtout l'entendre parler de toute la transmission qu'il a eue de ses parents quand on regarde les murs et les plafonds qui sont tapissés de bouteilles. Alors certaines n'ont pas de valeur, mais c'est des bouteilles, par exemple, mais certaines bouteilles ont une énorme valeur. Des Lafite Rothschild vieux de quasiment 100 ans, des Vega Sicilia de 1920, j'en ai vu un, incroyable. En tout cas, des trésors, et puis des vins espagnols, quelques vins français, mais des grandes maisons et des collections extraordinaires. Mais ces vins ne sont pas conservés dans une cave, comme ça peut l'être par exemple à la Tour d'Argent. Non, pas du tout. Elles sont conservées comme ça dans le restaurant et elles sont en train de probablement de dépérir doucement. Elles ne seront jamais ouvertes. C'est le souhait du père du propriétaire, et le propriétaire actuel souhaite absolument que les vœux du propriétaire soient respectés. Et donc ces bouteilles-là resteront comme un musée, comme un cimetière des bouteilles perdues, mais qui sont là, elles ne sont pas perdues, elles sont bien là, elles attendent le temps, elles regardent les gens entrer, sortir, commander des vins qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y a dans les armoires, dans les plafonds. En tout cas, c'est cette atmosphère qui est difficile à décrire, mais qui est une atmosphère absolument extraordinaire, nous a valu un moment réparti sur 2 repas que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Il y a une personne que je ne connaissais pas qui est, du coup, nous sommes maintenant liés et nous n'arrêtons pas d'échanger nos découvertes, nos petites idées gastronomiques, vin, whisky, champagne, en tout cas tout y passe. Et en fait, ces 2 repas, ces moments-là que nous avons passés ensemble, pour nous, ce sont surtout des moments de partage dans lesquels le fait de l'avoir fait avec ces personnes-là a une valeur toute particulière. Et surtout, j'ai pu moi-même partager ma connaissance et surtout ma passion avec ces amis-là. Un qui ne l'était pas, qui l'est devenu, parce que je ne le connaissais pas. Les 2 autres l'étaient déjà. Partager ma passion lors de repas où je leur fais découvrir des domaines qu'ils ne connaissent pas forcément, comme les jardins vivants, comme Jérémy Carteret, dans une moindre mesure le Clos Rougeard, qu'ils connaissent très peu, dont ils ont bu relativement peu de bouteilles. Mais en tout cas, c'était un moment inoubliable qui restera dans nos mémoires, qui viendra nourrir nos grands moments de vie, nos grands moments d'amitié, nos grands moments de partage, de gourmandise, des moments épicuriens. En tout cas, j'étais très, très, très heureux de passer ces moments-là. Et en tout cas, je voulais les partager avec vous et je vous encourage à vous plonger dans l'environnement de Tino, dans ce formidable documentaire de Laurent Maillefer, de l'Hôtel du Vin. Regardez sur YouTube, tapez l'Hôtel L-O-T-E-L du Vin et vous tomberez là-dessus. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et j'espère la prochaine fois, sûrement, probablement, je viendrai avec une bouteille de vin pour la déguster devant vous. En tout cas, merci pour votre fidélité. Santé et à bientôt.